par la disparition du PDG de Total, Christophe de Margerie, décédé la nuit dernière dans un accident d'avion sur l'aéroport de Moscou. Les enquêteurs russes évoquent une série de négligences criminelles, beaucoup de zones d'ombre que les enquêteurs du BEA vont tenter d'éclaircir. Des premiers cas de contamination de chikungunya en métropole. 4 personnes ont contracté le virus à Montpellier. Dans l'actualité en Auvergne, peut-être la fin du conflit ce soir chez Bruggen à Thiers. Depuis vendredi, des salariés en grève contestaient un projet de modification des rythmes de travail. Projet désormais suspendu par la direction dans l'attente d'une étude. Très décriée par les éleveurs, la présence du loup en Haute-Loire relance le débat sur l'abattage de l'animal, mais soulève aussi des questions. Pourquoi ce retour du prédateur? Dans quelle proportion? Élément de réponse tout à l'heure. L'union fait la force en matière de lutte contre le cancer. Chercheurs de Rhône-Alpes et d'Auvergne travaillent ensemble en réseau grâce au cancéropôle Clara. Ce sera le grand format de ce journal. Mais on commence avec la douceur estivale de ces derniers jours. Octobre n'est pas terminé, mais déjà le mois enregistre des températures records. Au centre Météo France à Aulnat, voyez le reportage de Pierre-Olivier Bell et Olivier Martinet. Il a fait beau et chaud. Dimanche dernier, sur les rives du lac Chambon, sans le savoir, ces promeneurs ont vécu une journée historique. On a battu le record de température maximale, c'est le record absolu de la seconde quinzaine du mois d'octobre avec 28,5 degrés. Et donc l'ancien record datait quand même de 1923 où on avait eu 27,7 degrés. Une pointe de chaleur digne des plus beaux jours de l'été en Auvergne. Un record qui fait aussi grimper les moyennes mensuelles. Les analystes de Météo France constatent que depuis 1995, un mois d'octobre n'avait pas été aussi chaud. Un mois d'octobre exceptionnel côté chaleur, puisque pour la période du 1er au 20 octobre, on bat le record en température moyenne. Donc l'ancien record était de 1995. Et on se situe quand même de 3 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison en température moyenne. Donc beaucoup de chaleur pour ce mois d'octobre. En rouge, le record de dimanche, en bleu, les 2 prochains jours. Soit un coup de froid en dessous des moyennes de saison, mais la bonne nouvelle, c'est que la douceur sera de retour pour le week-end. Ce mouvement de grève très suivi chez Bruggen à Thiers. Depuis vendredi, des salariés de l'usine de céréales protestaient contre le projet de la direction de modifier les rythmes de travail. Ils estiment insuffisante l'augmentation de salaire qu'il leur est proposée. Et jusqu'à ce soir, la situation était bloquée. Le point avec Christian Lamorel et René Thévenoud. En face, vous n'avez pas un dirigeant, je veux dire, qui va faire une politique salariale pour se tirer d'affaire aujourd'hui et qui soit de nature à compromettre l'usine demain. On ne veut pas d'argent, on veut d'abord de la santé. Discussion parfois un peu tendue mais correcte entre la responsable RH du site et quelques salariés à qui elle tente d'expliquer à nouveau la position de la direction qui veut modifier la gestion du rythme des équipes. Aujourd'hui, les salariés travaillent en 5 équipes selon un rythme de travail qui est le 5-8 et qui implique de travailler selon une moyenne hebdo de 33 heures. On souhaite désormais travailler en 4 équipes selon un rythme qui est le 4-8 et qui implique une moyenne hebdo de 35 heures. Avec quelle compensation? Avec une révision sur les majorations de dimanche qui amènerait le salaire moyen demain à 1 900 € brut. Sur 170 salariés, 120 seraient concernés par ce projet de modification auquel il s'oppose. Le directeur allemand du groupe est bien venu rencontrer syndicalistes et salariés lundi, sans succès. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que des gens qui sont là le week-end, les nuits, jours fériés, n'ont en moyenne que 1 300 € par mois. Donc les gens veulent une compensation financière. Pour accepter de passer en 4-8? Non, parce que pour nous, en fait, le 4-8, pour l'instant, c'est une autre discussion. Là, ce que les gens veulent en priorité, c'est une augmentation de salaire. Et un refus total du passage en 4-8. Et suite à une réunion, en début d'après-midi, la direction a suspendu le passage en 4-8 jusqu'à ce qu'une étude soit faite. La prime du dimanche a été augmentée. Le mouvement se termine donc, en principe, ce soir. Depuis le début de l'année, le secteur de l'industrie enregistre une légère amélioration. Même si le solde reste négatif, le nombre d'ouvertures d'usines repart à la hausse et la France reste attractive. Exemple en Auvergne, à Combronde, avec l'implantation du groupe canadien ICO qui a permis de créer 25 emplois dans l'isolation thermique, un emplacement stratégique pour l'entreprise. Explication, Étienne Prigent, Brice Parère.
Une fois n'est pas coutume, au pays de l'Europe de l'Est, ce groupe canadien a préféré la France et la campagne auvergnate pour implanter sa nouvelle usine. Alors on fabrique des panneaux d'isolation pour les différentes applications du bâtiment. La facture pour l'installation, 35 millions d'euros, pas commun. À l'heure où le coût du travail est souvent jugé élevé, la législation dite rigide, mais la société canadienne a finalement tranché. Il faut toujours mettre en balance les possibilités de développement, notamment économique, par rapport aux inconvénients ou aux lourdeurs qu'il peut y avoir dans le code du travail. Mieux vaudrait donc miser sur une main-d'œuvre technique, sur la robotisation. Et puis les investisseurs plébiscitent aussi la qualité des autoroutes françaises, le coût du transport étant toujours plus lourd. La volonté, c'était vraiment d'être implanté dans un rayon de 450 km pour desservir tous nos clients, avoir un meilleur service. Donc la volonté d'être près du nœud autoroutier nord-sud, est-ouest, A71 et A89. Aujourd'hui, le site auvergnat compte 25 salariés. L'objectif est de doubler ce nombre d'ici 2016, tous en CDI. Les étrangers qui investissent en France, il n'y en a plus. C'est surtout l'inverse. Donc voilà, les boîtes ont plus tendance à fermer qu'à ouvrir. Moi j'habite à 2 km, c'est une opportunité extraordinaire pour moi. Ça représente la sécurité avec ma famille, ma femme et mon fils. On a pu acheter une maison, puis la sécurité de l'emploi, voilà. L'isolation thermique, un marché dopé par les incitations fiscales et le projet de loi sur la transition énergétique. Le groupe canadien n'a d'ailleurs bénéficié d'aucune subvention pour s'installer. En bref, la justice européenne a rendu son nom au couteau Laguiole. Elle a annulé aujourd'hui la marque déposée par une personne étrangère au village de l'Aveyron. Cette dernière ne pourra plus vendre des couteaux sous ce nom. En revanche, elle pourra utiliser la marque pour une série d'autres produits. L'attaque d'un troupeau de brebis par un loup il y a 10 jours a soulevé une vive émotion en Haute-Loire. Alors qu'une réunion avait lieu cet après-midi en préfecture avec des éleveurs et des experts nationaux, nous avons voulu en savoir plus sur la présence du prédateur dans le Massif central. Fabien Gandillon et Éric Taxil ont rencontré un spécialiste du sujet à Saint-Léger-de-Père, en Lozère, où se trouve un parc animalier entièrement dédié aux loups. Sylvain Maquis et les loups, c'est une longue histoire. Cela fait 30 ans qu'il les suit dans tout l'hémisphère nord et 19 ans qu'il travaille dans ce parc qui leur est dédié. Pour lui, la dernière incursion du loup en Haute-Loire n'est pas une surprise, car depuis leur retour dans le Mercantour en 1992, les loups de souche italienne ont été vus dans 28 départements et parfois loin des Alpes. Il n'y a rien d'exceptionnel. Nous avions eu, nous, en Lozère, les premières attaques sur les troupeaux domestiques en 2012 sur le Causse-Méjean. Et vous avez des loups qui avaient été identifiés pour les premiers en Lozère en 2006. Donc tous les départements Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Cantal, Lozère, Aveyron sont concernés par cet axe de colonisation. Pour l'instant, les loups aperçus en Auvergne sont des sujets isolés, exclus de leur meute. Et contrairement à d'autres régions, ils ne se sont pas installés. Il s'agit souvent de sujets en dispersion, parce qu'on n'a pas encore noté la formation de meutes, du moins sur cet axe de colonisation, mais cela peut arriver à un moment ou à un autre, c'est évident. Pour Sylvain Maquis, la cohabitation est possible à condition de respecter 3 règles. Des chiens, la présence du berger le jour et le regroupement des brebis la nuit, même s'il a conscience que cela peut être difficile dans nos régions. Ici, on le voit en Lozère, quand vous avez 20, 30 ou 40 brebis à droite ou à gauche, il n'est pas évident de mettre en place ces moyens aussi lourds. Mais il est évident que si on veut qu'il puisse y avoir une cohabitation avec une espèce protégée comme le loup, il faut arriver à pouvoir aider les éleveurs pour qu'ils puissent protéger leurs troupeaux. Même si les estimations sont difficiles, il y aurait aujourd'hui 300 loups en France, à comparer avec 1 millier d'individus en Italie et près de 2000 en Espagne. Les prochaines élections régionales n'auront lieu qu'en décembre 2015, mais la présidence de la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne excite déjà les appétits. À droite, le maire UMP du Puy, Laurent Wauquiez, et l'actuel commissaire européen Michel Barnier ne cachent pas leurs ambitions. Duel en perspective, les explications de Sophie Valzecchi. Michel Barnier entre en scène. Il a choisi les colonnes de la montagne de Clermont-Ferrand et du Progrès de Lyon pour annoncer sa candidature. Il sait qu'il n'est pas le seul, à droite, à briguer la présidence de la future région Rhône-Alpes-Auvergne, mais pas question dans cette course d'évoquer Laurent Wauquiez, son challenger. Je ne fais pas de campagne en parlant des autres. Il y a un grand défi régional, je trouve très positif, très stimulant pour tout vous dire, qu'il y ait beaucoup d'énergie, de candidatures qui s'expriment. On verra bien où l'on va ensemble. Moi, je n'ai pas jeté d'exclusive.
Je suis prêt à travailler avec ceux qui votent pour Sarkozy, ceux qui votent pour Hervé Mariton, ceux qui votent pour Le Maire, ceux qui votent pour Fillon, ceux qui votent pour Juppé. C'est pas le sujet. On doit ouvrir et travailler tous ensemble. Et je suis dans cet état d'esprit de rassemblement. Le sarkozyste Laurent Wauquiez, lui, bat déjà la campagne, comme ici au Salon de l'Élevage à Cournon d'Auvergne. Fort du résultat d'un sondage, commandé par son propre mouvement, le député maire du Puy-en-Velay serait le plus à même de battre le socialiste Jean-Jacques Kerran en 2015. Le député de Haute-Loire ne perd pas de temps. Il a déjà obtenu le soutien de plusieurs parlementaires régionaux. Le député Étienne Blanc s'est même désisté en sa faveur. Moi, je n'ai rien contre Michel Barnier. Je veux dire, ce n'est pas une question de personne. Et je pense que, je le redis, il est temps de tourner la page. Michel Barnier, à l'image d'un commissaire européen, ce sont aussi des qualités. Et moi, je pense que dans ce combat, c'est l'ancrage rhône-alpin. Et c'est cette vision rhône-alpine et auvergnate qui l'emportera. La tête de liste UMP pour les régionales de 2015 sera désignée dans quelques mois. Primaire ou investiture du parti, rien n'est tranché. La fusion annoncée de l'Auvergne avec Rhône-Alpes sera au cœur de votre magazine Enquête de région vendredi après Soir 3, émission enregistrée dans le Cantal. L'occasion de parler notamment de l'avenir des territoires ruraux dans le cadre de la réforme. À propos de politique, c'est un nouvel exercice que nous vous proposons vendredi à 17h30. France 3 Auvergne sollicite ses internautes pour un chat avec le maire de Clermont, Olivier Bianchi. Stéphane Mocosé, bonsoir. Bonsoir. En quoi ça consiste exactement ? Bien, vous l'avez dit, Sandrine, vendredi soir, Olivier Bianchi nous accueillera dans son bureau de l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand pour un chat vidéo et écrit dès 17h30. Alors c'est moins le socialiste que le maire des Clermontois et président de Clermont Communauté qui répondra aux questions que vous lui poserez, vous, ses administrés. Car c'est vous, internautes clermontois et de ses environs, qui allez construire ce débat. C'est vous qui choisirez les thèmes. Propreté, sécurité, urbanisme, culture, transport, que sais-je. On imagine que vous avez sans doute des centaines de questions à poser à celui qui a officiellement succédé à Serge Godard en mars dernier à l'issue des élections municipales. Justement, on peut déjà poser des questions ? Absolument Sandrine, le chat débutera vendredi à 17h30, mais sur notre site internet, auvergne.france3.fr. Mais nous attendons déjà vos questions. Vous pouvez les envoyer soit par mail, internet.auvergne@francetv.fr ou en les postant sur Twitter en mentionnant le hashtag HOBianchi. Enfin, vous pourrez aussi poser vos questions pendant le chat, soit de manière écrite, en direct, ou encore à l'aide de la vidéo, car nous utiliserons la technologie Hangout de Google+, pour vous mettre en relation directement avec le maire de Clermont-Ferrand. Donc voilà Sandrine, rendez-vous vendredi à 17h30 sur le site internet de France 3 Auvergne, où on peut retrouver toutes ces informations. Merci Stéphane. On parlait il y a quelques instants de la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est une réalité déjà dans le domaine de la santé et de la lutte contre le cancer. Né il y a une dizaine d'années, le cancéropôle Clara pour Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes fédère de nombreux acteurs, chercheurs, soignants, industriels issus des deux régions. Il s'agit d'accélérer les progrès de la recherche. Exemple à Clermont-Ferrand, c'est le grand format de ce journal. Ce sont de petites souris comme celle-ci qui ont permis aux chercheurs de montrer un lien entre le métabolisme du cholestérol et le cancer de la prostate. Il y en a 2 qui vont développer un cancer et 2 non. Un travail mené par une des équipes du GRED, le laboratoire de génétique, reproduction et développement, implanté sur le campus des CESO à Aubière. C'est ces souris qui sont à la base du fait de se dire qu'on va ensuite passer sur un questionnement clinique et d'aller voir chez l'homme finalement, est-ce que ce qu'on a vu chez la souris, c'est important et est-ce que ça peut être un élément clé pour pouvoir suivre le cancer et pouvoir pronostiquer son évolution. Un questionnement porté notamment par Silver Baron. Pour son projet, cet enseignant-chercheur a pu bénéficier de fonds grâce au cancéropôle. 33 000 € versés dans le cadre du programme OncoStarter. Le but d'OncoStarter, ça a été de pouvoir amorcer ce projet et donc par l'intermédiaire d'un financement concret qui nous permet donc de passer de l'idée au projet. Autre lieu, autre thématique. Ici, à la faculté de pharmacie, l'équipe Écrin s'attache à mieux comprendre les liens entre obésité et cancer mammaire. Elle s'appuie notamment sur un modèle de culture développé en partenariat avec une équipe lyonnaise spécialisée dans la reconstruction de peau pour les grands brûlis. Nous avons rajouté dans ce modèle des cellules épithéliales mammaires, ce
qui nous a permis en fait, d'étudier les interactions entre les cellules épithéliales mammaires et l'environnement adipeux pour reconstituer en quelque sorte une véritable tumeur mammaire. Dans ce cadre, Laetitia Delors a bénéficié d'une aide à la mobilité pour ses déplacements. Ça va, vous en êtes où ? Le Cancéropole a favorisé aussi l'émergence de plusieurs projets, dont l'un désormais d'envergure nationale. Il s'agit d'étudier l'influence des cellules adipeuses sur les thérapies. Ce projet collaboratif nous permet de rassembler nos forces et nos compétences techniques et aussi de nous répartir un petit peu les tâches puisque nous, en ce qui nous concerne, notre équipe est plus focalisée sur les traitements d'hormonothérapie, Lyon plus sur les anticorps monoclonaux et l'équipe de Toulouse sur la chimiothérapie. Appel à projet, accès au financement, mise en réseau, c'est le moteur du Cancéropole Clara qui entend repérer l'innovation et l'accompagner dans sa valorisation. La structure qui fédère notamment 1500 chercheurs, 1700 professionnels de santé et une soixantaine d'entreprises en Rhône-Alpes-Auvergne veut décloisonner les compétences. Nous n'étions peut-être pas les partenaires idéaux pour les Lyonnais ou pour les Grenoblois ou pour les Stéphanois au départ. Ce n'était pas forcément vers nous qu'ils se tournaient. Ils ont l'habitude de travailler ensemble depuis très longtemps. Grâce au Clara, ils ont accueilli Clermont dans la cour de la recherche contre le cancer. Et pour nous, ça a été extrêmement fort de pouvoir travailler avec ces équipes qui sont quand même des équipes de renommée internationale. Objectif final pour Clara, le patient, qu'il bénéficie au plus vite des avancées, en mobilisant des partenaires privés pour dynamiser le tissu économique du territoire. Ici, au centre Jean Perrin, ce médecin pathologiste travaille en lien direct avec une société lyonnaise qui souhaite développer un traitement ciblé contre le cancer du sein. On détecte ces éléments rouges, ça c'est ces éléments du sang normal qui entoure la cellule tumorale et qui lui aide. Et Aurega Pharma a fait un médicament contre cette molécule, ici détectée en rouge. Bien sûr, Aurega voudrait donc utiliser leur molécule comme un agent thérapeutique. Et nous, on leur aide à découvrir dans quel groupe de patientes ce serait le mieux d'utiliser leur médicament. Récemment, Clara a été très favorablement évaluée par un comité scientifique constitué par l'Institut national du cancer. Dans un contexte de baisse des dotations, celle du Cancéropole reste inchangée, avec une feuille de route pour les 3 prochaines années visant à développer notamment la prévention. Et les images sont signées Jean Jazé. On s'arrête à présent sur une tradition. Jeudi, dans le Cantal, Mors organise sa foire d'automne aux chevaux lourds. Dans un contexte de crise, c'est toute une filière qui attend ce rendez-vous. Claude Bernard et Lydie Rib ont rencontré un éleveur qui fréquente la foire depuis plus de 40 ans. Tu vas la caresser, là. Tu vois? T'as vu? Il faut être passionné quand même pour avoir des chevaux lourds. C'est une passion, voilà. Alors qu'il est. Avant, c'était un complément, effectivement. La passion des chevaux lourds, chez les Gléial, elle se transmet de génération en génération. Même si, comme Alain le reconnaît, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, en France, la consommation de viande chevaline est quasiment nulle. Pourtant, il n'y a pas autre viande plus naturelle que la viande chevaline. Les boucheries chevalines, il n'y en a pratiquement plus. C'est du bio à 100%, je dirais même à 120%. Quoi. Et c'est pas consommé, c'est là où on ne comprend pas tout. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Dans le Cantal, en particulier en Châtaigneraie, on a toujours à côté d'un troupeau de bovins élevé quelques chevaux lourds. Une pratique qui s'est accentuée dans les années 70 avec la création des foires chevalines de Mors et l'ouverture vers de nouveaux marchés. Mors, on a un foirail facile, quoi, commode, connu au niveau France entière, voire même les pays voisins, puisqu'on a les acheteurs italiens, espagnols qui viennent. Il y a du monde à Mors, il tombe du monde à Mors, on vend les chevaux. Le prix c'est une chose, mais on est sûr de vendre un produit à Mors. Même si on est loin des records de prix de vente des années 90, la passion des éleveurs permet à la filière chevaux lourds du Cantal de continuer à exister et de figurer parmi les premières de France. Le
Montage est de Gilles Malfray. Julien Bardi va comparaître en audience disciplinaire après la défaite samedi de l'ASM face aux Saracens. Le troisième ligne est soupçonné d'avoir frappé un joueur de l'équipe adverse avec le genou lors de la deuxième mi-temps. L'audience doit avoir lieu jeudi à Dublin. Selon le règlement de l'IRB, l'organe suprême du rugby, le Clermontois risque au minimum 3 semaines de suspension. On termine ce journal avec une initiation à l'art du costume de scène. Le Centre national de Moulins organise des ateliers durant les vacances scolaires pour permettre aux plus jeunes de découvrir quelques techniques de confection. Ambiance Sébastien Quéroux, Pascal Franco. T'appuies bien fort, il faut que ça fasse 2 fois clic. Allez, encore. Voilà, c'est bon. À peine en vacances, voilà que ces enfants doivent à nouveau se mettre au travail. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'école, mais au Centre national du costume de scène qu'ils ont rendez-vous pour confectionner un accessoire de costume avec l'aide d'une costumière professionnelle. Je tourne un peu, comme ça, et j'écarte les pattes. L'atelier aujourd'hui consiste à créer un col en fourrure en s'inspirant d'un col qu'il y a dans une vitrine en bas dans l'exposition. Et après, ils font absolument ce qu'ils veulent au niveau de la décoration du col. Ils peuvent rajouter des perles, des rubans, des plumes, absolument ce qu'ils veulent. C'est leur création. Objectif, développer l'esprit créatif et apprendre quelques techniques. Certains apprennent plus vite que d'autres, comme Sidonie qui semble promise à une carrière de chef d'atelier. Je leur disais pour mettre les perles de bien enfoncer le fil, sinon ça va tomber. Est-ce que toi, t'aimes le travail bien fait? Oui. Au bout de 2 heures de travail et d'un effort cérébral intense, les apprentis costumiers dévoilent enfin leur création. Eleanor est très pragmatique. Ce col lui servira pour les vacances pour ne pas attraper froid. Moi, après, je vais bornicher. C'est très loin. Faut de la route. Hein. Après l'atelier, direction les galeries du CNCS pour y découvrir les costumes et les différents accessoires. Une expérience qui suscitera peut-être des vocations. Les enfants connaissent les déguisements à la maison, mais n'ont pas forcément conscience du costume de scène et tout ce qui se cache derrière. Donc c'est une façon de leur faire découvrir notre univers. Tout au long de l'année, le CNCS propose de nombreux ateliers et visites guidées destinés aux enfants mais aussi aux adultes. Cette année, près de 500 personnes en ont bénéficié. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur notre site internet auvergne.france3.fr. Dans quelques instants, la météo puis l'actualité nationale. Très belle soirée à tous. Bonsoir, après une nuit fraîche, voire froide et venteuse sur l'Auvergne, la matinée de mercredi se déroulera sous un ciel plus lumineux. La fraîcheur sera accentuée par un vent de nord-ouest encore soutenu, 30 à 40 km/h en pointe. Au minimum, les thermomètres afficheront 3 à 7 degrés, ce qui va un peu surprendre demain matin. 3 à Saint-Flour, 4 à Yssingeaux ou Ambert, 7 à Vichy. L'après-midi, la présence du soleil ne réchauffera pas le fond de l'air. Le vent, toujours sensible, restera orienté au nord-ouest. Baisse rapide et très nette des températures maximales qui passeront sous les normales saisonnières. 9 à 14 degrés pour la Fourchette, c'était